Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café. Je m'appelle Romain Canuti. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission. Vous en avez l'habitude, l'OM au café, je le fais rarement seul. Je suis ravi aujourd'hui d'être avec Dylan Tremblay. Regardez, il va apparaître là dans ma petite fenêtre derrière moi. Salut Dylan, comment ça va ? Salut, ça va Romain ? Écoute, ravi de te retrouver dans cette émission. Tu es stagiaire actuellement au Phocéen. On t'a vu apparaître lors de nos lives, notamment de matchs. Tu as fait quelques interventions. Dis-nous un peu comment se passe ton stage. On fait un petit point et pour ne pas le faire tout seul, on le fait avec le chat en direct dans une émission. On salue bien sûr tout le monde là vous êtes très nombreux ce matin, merci à vous. Babel, Blancho, James 350, Ramon Prudent. Ouais, pourquoi pas. Olmo, qui nous salue depuis Niort. C'est Foufa qui salue le gilet, évidemment, qui est là. Saona 13, Phoenix, les habitués, Charlie Goyard. 1394 qui nous dit enchanté Romain, longtemps que tu es au Phocéen. C'est vrai, ça fait un petit moment et j'en suis très content. Et donc oui, David Lawid 13, mon invité du jour, c'est donc Dylan Tremblay. Bonjour à tout le monde, merci de l'invitation Romain, ça fait super plaisir et j'ai été très bien accueilli au sein du bureau, au sein de la rédaction, tout le monde est très très gentil, donc non, ça se passe super bien. Tu es ce qu'on appelle, Dylan, puisqu'on parle de mon gilet, tu es ce qu'on appelle un Formule X, puisque tu es un grand fan de Red Bull, mais tu fais cette émission avec une veste de Mercedes. Oui, mais elle n'était pas chère. Voilà. Ouais, c'est totalement ça. Donc, ok. On a totalement compris. Mais on a le droit, pourquoi pas, d'être un Formule X. Tant que je suis pas un footix, ça va. Tant que tu n'es pas footix, voilà. Tifka qui nous dit salut de la Roche-sur-Yon. L'OM nous a gâté dimanche. Faut garder 2 Herbie, absolument. Et oui. Ouais, moi, je suis de cet avis aussi. J'aime bien. Salut Romain. Delageau pour le Havre OM, provocation, incompétence. Oh là 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 là. Ah là 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 là. On va démarrer. On va ouvrir le dossier donc de Willy Delageau. Je vais aller voir de ce pas. Vous le savez, la première partie, c'est l'actualité. L'actualité, c'est aussi, malheureusement, je suis attristé de dire ça. Parce que qu'est-ce que j'en ai rien à foutre en vrai, mais maintenant, ça fait partie du jeu. La désignation des arbitres. Donc, on va se refaire, Dylan, un peu la saison, l'éventuel passif de notre ami Willy Delageau avec l'Olympique de Marseille. J'ai pas trop, je t'avoue, une mémoire des arbitres, mais j'ai une mémoire des matchs. Donc on va y revenir. Surtout, parce que les autres saisons, c'était pas lui qui était le plus mis en lumière. On parlait souvent de Turpin, de Benoît Bastien. Mais là... Willy Delageau, je regarde, il a arbitré... déjà, il a arbitré notre défaite à Reims. Et si je me souviens bien, s'il y a bien une personne qu'on a épargnée sur cette rencontre, c'est lui. Oui. Tous les joueurs de l'OM, par contre, on a des choses à dire. Le match était catastrophique. Donc c'était catastrophique, effectivement. Non, Willy Delageau, effectivement. Alors, Willy Delageau, très intéressant, arbitre lors du OM Lille du mois de décembre. Ça me revient. Avec ce pénalty oublié sur Pierre-Emile Højbjerg. Oui. Ça, plus il y avait aussi peut-être l'obstruction de Diakité sur c'est sur ça, sur le but, où on se dit, tiens, effectivement, ça pèse lourd à l'arrivée. C'est vrai. C'est vrai. Mais encore une fois, c'est là où je vous explique à chaque fois concernant l'arbitrage. Oui, pour moi, il y avait 100 fois pénalty sur Pierre-Emile Højbjerg. Et au cas où ce pénalty aurait été transformé, car je rappelle que pas tous les pénaltys sont transformés sur terre, ça aurait pu faire 2-0 pour l'OM. Et dans ces cas-là, on voit mal comment un Lille, en pleine spirale Ligue des Champions, championnat, puisque c'était à mi-décembre, aurait trouvé l'énergie pour revenir ne serait-ce qu'à 2-2. Ouais. Mais, une fois que je dis ça, une fois que le pénalty sur Pierre-Emile Højbjerg n'a pas été sifflé, pour moi, sur ce match, la plus grosse erreur, c'est Pierre-Emile Højbjerg, encore lui, qui fait une faute dans les 10 dernières minutes, totalement inutile à 30 mètres de son but, qui permet par là même de donner un coup franc très dangereux à Lille. Ça, il faut se prémunir de ça. Si tu es bon, tu dois être au-dessus de l'arbitrage. Et là, sur ce match-là, c'est une erreur de Pierre-Emile Højbjerg. Pour moi,
Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais c'est Pierre-Emile Højbjerg à ce moment-là qui doit ne pas faire cette faute qui donne un coup franc, et un coup franc à Lille, voilà, avec des joueurs tels que notamment Bafodé Diakité, ça occasionne cette égalisation. Bafodé Diakité qui avait fait pas mal de fautes sur Neil Maupay, on aurait pu se dire, mais on n'expulse pas un mec. Il a été très bon, Bafodé Diakité. On aurait été à l'OM, on aurait crié au scandale pour un joueur expulsé. Il a fait plein de petites choses pour pousser Neil Maupay à bout, mais pas suffisamment pour mériter un carton rouge. En plus, la faute était totalement inutile. Il n'y avait pas de danger. On était à 30 mètres des cages. C'est une faute. Quand il a fait la faute, j'ai dit j'espère qu'on va pas prendre un but là-dessus parce que ça punirait notre match et en plus lui, ça va aussi ternir le match de tout le monde et notamment d'Højbjerg qui fait une faute vraiment inutile. Ouais. Et Willy Delageau était aussi l'arbitre cette saison de Strasbourg Olympique de Marseille. Et sur ce match-là, il y a un penalty qui n'est pas sifflé pour Strasbourg. Alors il est sans conséquence parce qu'on perd, donc on s'en fout de se dire ça change quoi. Mais ça montre aussi que cet arbitre-là, quand il se trompe, et effectivement, on ne vous le rappellera jamais assez, les arbitres ne sont pas parfaits, ils font des erreurs. Il peut aussi se tromper en faveur de l'Olympique de Marseille. C'était une faute de Cornelius en première mi-temps, si je me souviens bien. Tiens, si je regarde un peu Willy Delageau la saison dernière, donc il était du 4-0 que l'OM prend à Paris avec Abardonado sur le banc. Il n'y avait rien à signaler à niveau arbitrage sur ce match-là. Il est là pour une victoire 2-0 contre Rennes, avec notamment une victoire avec un pénalty très rapidement pour une faute de Christopher Wu, donc il était là. Et c'était surtout, excusez-moi les amis, mais c'est là où... C'est dingue. C'était surtout, pour ça me disait, je suis allé chercher sur la saison d'avant, c'était l'arbitre du OM Monaco de l'année dernière, le fameux match où Vitinha rate l'immanquable à la fin. Ouais. Plus avantagé, je n'ai pas souvenir sur les 5 dernières années d'un OM plus avantagé dans une rencontre que sur ce match-là, avec l'expulsion de Maripane qui arrive très tôt dans le match, dès la 11e minute. Expulsion de Zakaria à la 86e, donc on finit à 11 contre 9. Emran Soglo, qui aurait dû être expulsé pour nous, qui ne l'est pas. Et du coup, ça nous permet de vite le refaire sortir discretos, histoire que ça ne soit pas... franchement, sur ce match-là, on ne peut pas... donc Willy Delageau, les amis, je reviens, mon historique est terminé. C'est vraiment pas lui qu'il faut regarder. Il faut pas se dire ça va être un problème d'être arbitré par Willy Delageau. Non, parce que il est capable de se tromper aussi dans notre sens. Retour de Benacer. Il y a William qui te pose une question sur le chat YouTube qui demande Salut Romain, y a-t-il un vrai risque de perdre de Zerbi si Ligue des Champions il y a à la fin de saison? S'il y a la Ligue des Champions, c'est écrit si Ligue des Champions il y a. Donc je vois pas pourquoi. Non. Il faut qu'il reste notre ami Roberto. Non, on a besoin de lui. Non. Je veux pas croire à ça. Effectivement, il va y avoir des questions. Je pense que là, à l'Olympique de Marseille, il y a beaucoup de allez, focus sur la fin de saison et après on va faire un point. Il y a une mise au point qui va être faite sur un fonctionnement au global, mais pour moi, inutile de parler de clash. C'est normal qu'il y ait des divergences de point de vue sur « je m'attendais à ce que ça soit comme ça ». C'est une première année de cohabitation, donc ils ne savaient pas ce que c'était et comment ça marchait à l'Olympique de Marseille. Maintenant, j'espère vraiment qu'il va se dire « ok, on tire les leçons pour la suite » et ça va se passer comme ça, j'attends ça et ça de la suite, et qu'on va lui dire ok, moi j'attends ça et ça de la suite. Moi je trouve les gens durs parce que quand on lit notamment sur les réseaux, on dirait qu'on fait une mauvaise saison, alors qu'au final on est deuxième, c'est la première saison de Roberto De Zerbi, où il y a eu des gros moyens de mis, des investissements, mais et des bons joueurs qui sont venus, mais c'est quand même une bonne première saison, je trouve. Oui, tout va se jouer de toute façon sur ces 2 dernières rencontres, parce que ta lecture de la saison est forcément différente si tu es deuxième de si tu es quatrième. Pourquoi ? Parce que tu es dans une Ligue 1 où tu es le moins pire au final, parce que ton bilan est quand même... tu as pas mal de défaites, tu as pas mal de matchs quand même...
Même si tu as produit du jeu dans une saison sans Coupe d'Europe, le bilan est pas incroyable à ce niveau-là. Donc je comprends ce qu'on peut dire à ce niveau-là, au niveau de la saison, mais ça reste une première saison intéressante où tu atteins tes objectifs, et c'est pour ça que si tu es deuxième ou si tu es quatrième, ça change du tout au tout. Moi, j'ai Babel1409 qui nous dit est-ce que tu vends Balerdi 30 millions en sachant que tu vas devoir recruter 3 défenseurs, car on n'a que Luis Felipe, ou tu préfères refuser les 30 millions et construire avec lui? Écoute, Babel, c'est une question intéressante. Moi, Balerdi, j'oublie pas qu'il est à l'Olympique de Marseille. Il va boucler sa 5e saison au club. 5e saison au club. Je veux dire, on aura, voilà, s'il y a une proposition intéressante, que lui désire partir, que ça permet à l'Olympique de Marseille de pouvoir se retourner et d'aller chercher des profils différents, je serais pour une belle vente de Balerdi aussi, parce que il ne faut jamais considérer qu'un niveau est acquis dans le football. C'est-à-dire que c'est pas parce que Balerdi en ce moment il est en feu, tu vas avoir une proposition à 30 millions, tu la refuses, et puis Balerdi il retombe dans ses travers, et il est plus performant la saison prochaine. Toi tu vas te regarder avec ton offre et tu vas te dire bon, j'aurais peut-être dû accepter ou pas. Voilà. Donc il faut prendre ça aussi en considération. Moi, il y a des joueurs, un mec qui arrive à l'OM, qui flambe, et on se dit on s'en débarrasse au bout d'une saison, à part s'il y a un contexte particulier, moi j'ai envie de le voir un peu plus. Balerdi, ça fait 5 ans, bon, j'estime qu'on a le droit de le laisser partir. Il y a StephOM86 qui nous dit jurisprudence Thauvin, totalement. Je rappelle que Thauvin, en l'été 2018, il y avait une proposition de 40 millions d'euros. Non, Thauvin, c'est au moins le double. Oui, bon, au final, il n'est pas parti, et il est parti gratuit 3 saisons plus tard. Mais est-ce que 30 millions, c'est peut-être un peu bas, non? L'OM, de ce qui se dit, on attendrait 45 millions. Tu trouves que c'est beaucoup, 45 millions? Après, tout dépend de l'offre et de la demande. Si tu as une offre intéressante, faut regarder un peu. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait 2 clubs qui se battent pour lui, et ça nous permet de faire un peu monter les enchères. Mais franchement, quand je regarde, je me dis, tu vois, un Balerdi, pour moi, tu vois, Clément Langlais, par exemple, n'est que prêté à l'Atlético Madrid. Donc je me dis, à un moment donné, ils vont peut-être aller chercher Balerdi pour l'associer à Robin Lenormand. Ils étaient déjà dessus l'année dernière en plus. Si tu as la Roma qui fait une belle remontée, qui peut aussi avoir les moyens de se mettre dessus, si tu as un club de première ligue, j'ai vu qu'il y avait des bruits qui parlaient de Leeds, trop sans fondement, parce que c'est encore loin d'être décidé pour l'avenir. Mais bon, voilà, si tu as quelques clubs dessus, ça peut te permettre d'aller chercher un joueur intéressant. Et Laurent Assiac sur YouTube dit donne des noms pour remplacer Balerdi. Après, franchement, en termes de défenseurs, moi je pense que tu as pas mal de mecs à aller chercher, des profils. Je veux dire, on est dans un pays en France où tu peux aller chercher des défenseurs. Tu vois, pour moi, tu as soit des défenseurs qui sont. Et Balerdi, de par son utilisation du ballon, appartient un peu à cette deuxième catégorie de défenseurs un peu hors marché, parce que c'est pas dans tous les clubs que tu as des mecs aussi à l'aise techniquement que lui, qui sont capables de prendre des risques. Mais quand même, tu peux aller chercher des joueurs, tu vois, et même avec De Zerbi, tu as des mecs qu'il est capable de faire progresser. Tu vois, quand tu prends en Ligue 1, un mec comme Bafodé Diakité, alors, il est à Lille. Ça sera trop cher. Ça sera trop cher pour nous. Mais attention, parce qu'un Lille qui finit 7e, tu vois, une équipe qui finit en difficulté, on peut peut-être aller chercher des joueurs chez ces équipes-là. Forcément, les joueurs auxquels je pense, il y a Dever Machado, Facundo Medina. Ouais, il y a des joueurs à Lens, moi, que je trouve très intéressants. Il y a le très jeune joueur Ismaïla Koulibaly, je crois, à Brest. Ouais. Voilà, qui fait partie pour moi des profils sur lesquels on peut se pencher parce qu'il y a quelque chose de pas mal. Voilà, ça existe en Ligue 1. Alors là, comme ça, ils sont pas au niveau de Balerdi, mais il faut se projeter en se disant, est-ce que ces mecs-là, ils peuvent franchir un palier en étant l'Olympique de Marseille?
Pour moi, la réponse est oui. Mais je pense que le club veut aussi des joueurs affirmés. C'est pour ça qu'on parle de Laporte, on a parlé de Wesley Fofana. Parce que le club veut des joueurs affirmés, expérimentés pour redisputer la Ligue des Champions. Si tu vends Balerdi pour prendre... C'est des bons joueurs, mais est-ce qu'ils seront capables d'assumer de suite le même rôle? Peut-être pas. Et il faut aussi que financièrement, ça soit bien rentabilisé. C'est peut-être... Je lisais tout à l'heure, certains diront, si on veut prendre quelqu'un d'aussi fort pour remplacer Balerdi, ça sera peut-être le même prix ou avec un salaire peut-être énorme. Donc est-ce que c'est rentable de le vendre? Là aussi, c'est des questions à se poser, je pense. Non, totalement. Il faut regarder un peu. Mais tu vois, tu parlais de Wesley Fofana. Ta configuration de défense fait que si tu as Wesley Fofana, super défenseur, attention. Tu as Wesley Fofana et à côté, tu as 3 mecs fiables qui peuvent jouer tous les matchs. Bah, du coup, quand Wesley Fofana est là, bah, tu mets Wesley Fofana et un autre gars. Et puis, si jamais il a un pépin, bah, tu as de quoi le remplacer. Là, aujourd'hui, si, dans notre configuration actuelle, avec Felipe Luis qui joue pas, si tu rajoutes Wesley Fofana, qui n'est pas un joueur partant à tous les matchs, voilà, il faut surveiller parce qu'il a eu de graves blessures, tu t'en sors pas. On va lancer la petite coupure pub, et puis je vais prendre la question d'Arsène Larsen. Voilà, je vais prendre sa question qui me dit « Romain, je voudrais revenir sur tes propos d'hier au talk concernant la rémunération des défenseurs à l'OM. Jusqu'à combien tu monterais pour un mec comme Laporte ?» Voilà, c'est toute la question. Moi, ces mecs, tu sais à qui tu files une grosse rémunération parce que tu te dis c'est le moyen de les attirer. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. C'est-à-dire que tu vois, surtout en défense. Parce qu'après, les mecs, tu les gardes, tu vois, tu te dis à Laporte, on va pas pouvoir lui offrir un salaire qu'il a actuellement, qui est à grosso modo 800 000, 1 million. Donc on va lui filer 500 000, mais on va compenser sur la durée de 4-5 ans. Qu'est-ce que tu fais si ton mec il est cramé? Qu'est-ce que tu fais si ton mec il avance plus? Ben, tu vas te le farcir jusqu'à la fin de ton contrat. C'est ce que on comprend pas, par exemple, avec Geoffrey Kondogbia. Il y a un salaire élevé. Mais Geoffrey Kondogbia a un salaire élevé, a un contrat avec une certaine durée. Pourquoi? Parce qu'il gagnait encore plus à l'Atlético Madrid. Il faut comprendre que Geoffrey Kondogbia a fait des concessions pour signer à l'Olympique de Marseille. Donc après, il s'y retrouve sur la durée. Il n'est pas à plaindre, évidemment. Mais du coup, toi, tu as un Geoffrey Kondogbia qui est encore sous contrat pour 2 ans. Rien ne dit que tu vas lui trouver une porte de sortie cet été. C'était le cas de Kevin Strootman aussi. Enfin, je reviens un peu loin, mais c'était, c'est peut-être méchant de dire ça, mais on se l'est farci pendant plusieurs années, 5 ans, et au final, on s'en est débarrassé libre parce qu'on n'avait aucune porte de sortie. Ah oui, c'est tout. Il y a Nabs là qui nous dit jurisprudence Abdenour. Voilà, Ayman Abdenour, tu payes son salaire plein pot pendant 2 ans. La 2e saison, il te fait absolument pas un match. Et après, tu le vois jouer à Rodez. Tout va bien. Nicolas BXL GTT qui nous dit « Je trouve ça absurde de dire on ne sait pas si Balerdi sera aussi performant l'année prochaine, donc ça ne me gêne pas si on le vend. Alors que les mecs que tu vas recruter, qui n'ont pas joué avec la pression du contexte OM, tu n'es pas sûr qu'ils soient bons ou pas non plus. » Tu as totalement raison, Nicolas. Mais si tu prends dans le contexte un joueur supposé coûter 30 millions et 3 joueurs à 10, je te fais un petit cours de maths rapide, tu divises les risques par 3. Voilà, c'est tout simple. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans la démonstration. Il y a Johan Bouvier sur YouTube qui parle de Simakan. Simakan, ça vaut quoi aujourd'hui? Plus marseillais, mais il est parti jeune en Arabie Saoudite. C'est vrai. Écoute, c'est une bonne question. Après, effectivement, je trouve que Simakan, c'est un joueur qui peut, qui a un potentiel à être relancé. Mais voilà, ce contrat-là, tu n'en sors pas comme ça. On va lancer, les amis, la deuxième partie.